la qualité de l'air, finalement, c'était l'améliorer ou pas. Donc, complément de réponse du coup, par l'intervention de Philippe. Et du coup, un troisième volet autour de mon activité côté Sciences Po sur l'évaluation des politiques publiques, que moi je fais en faisant des mesures dans les cours d'école notamment, et du coup qui viennent croiser ces dimensions qualité de l'air, changement climatique. On le voit bien, les deux notions sont bien intriquées dans les plans climat, notamment, qui ne s'appellent plus d'ailleurs plan climat à Paris, en France en tout cas c'est plan climat air, il y a bien les deux dimensions qui sont présentes, qui vient être perturbé du coup par ces questions de changement climatique en sus. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour lancer un peu la discussion entre nos intervenants? Oui, les uns et les autres, vous avez parlé de changement climatique, et je voudrais savoir qui a modifié le vocabulaire, pourquoi, dans quel but, parce que moi, dans les années 1980, j'ai toujours entendu parler de réchauffement climatique. Alors j'ai l'impression qu'il y a un but pervers d'euphémisation, tenter de faire oublier aux gens que globalement, il y a un problème de réchauffement. C'est pas pour rien qu'on dit gaz à effet de serre. La serre, c'est pas fait pour refroidir, c'est fait pour réchauffer. Donc je ne comprends pas pourquoi on a modifié le vocabulaire, pourquoi on ne conserve pas l'expression réchauffement climatique. Donc qui a été le premier ou la première à modifier et pourquoi, dans quel but, voilà. Je pense qu'on peut la faire. En fait, l'IPCC, c'est toujours appelé IPCC, ça a toujours été sur le changement climatique et pas le réchauffement. La machine climatique, c'est pas que l'atmosphère, et c'est pas que la température, c'est beaucoup d'autres paramètres. Et donc ces changements, parce qu'il y a de nombreux changements liés au réchauffement. Après, dans le langage courant médiatique et dans les rapports du GIEC, on simplifie parfois par réchauffement. Mais après, il n'y a pas eu une volonté politique à un moment donné de changer. Ça s'est appelé IPCC depuis le début avec Climate Change. Après, on entend parfois le terme dérèglement climatique, qui est un terme qu'on emploie pas dans la sphère scientifique, parce que ça donne l'idée qu'il y avait un réglage seul et unique et qu'on est déréglé par rapport à ce réglage, là où il y a une variabilité importante. Mais par contre, on utilise aussi bien changement que réchauffement. Mais encore une fois, ça ne doit pas masquer la diversité des effets physiques et des impacts. C'est un complément sur cette question. C'est qu'en fait, je pense, mais je suis moins spécialiste, mais en tout cas en termes géophysiques, ce qu'il y a de beaucoup plus exceptionnel dans ce qu'on vit en ce moment par rapport à l'histoire de la Terre, et on avait eu il y a quelques séances un très bel exposé là-dessus, c'est pas le réchauffement lui-même en termes d'amplitude, mais c'est son gradient. Et le gradient crée des conséquences au niveau social, au niveau de la vie, au niveau biodiversité, qui sont finalement beaucoup plus graves que les quelques degrés s'ils étaient étagés sur plusieurs millions d'années, ou même plusieurs milliers d'années, comme ils l'ont été lors des phases de changement de température précédentes. Donc je pense qu'il y a une vraie raison fondamentale derrière ce changement de réchauffement vers les modifications, et parce que de fait les modifications liées aux gradients, les incertitudes, les instabilités, donc tous les systèmes catastrophiques sont beaucoup plus ont des impacts beaucoup plus graves que simplement la température. Donc, je pense que c'est pas un effet d'euphémisation, c'est au contraire un effet pour recentrer sur ce qui est le plus important. Mais je pense que les intervenants à table pourront en dire beaucoup plus là-dessus. Je voudrais ajouter juste pour compléter en fait ce qui a été dit aussi. Je pense que la question de réchauffement, elle est très présente en Europe en fait, parce que l'on voit dans l'histoire du climat, en fait, à ces périodes du Moyen Âge, l'optimum climatique. Mais par exemple, quand on travaille sur les sociétés d'Asie du Sud-Est, en fait, c'est un peu notre région dans laquelle nous travaillons sur ce projet.
la question du réchauffement, en fait, en tant que tel, en fait, n'est pas une question. En fait, là-bas, le dérèglement climatique à proprement parler, en fait, les saisons, en fait, les pluies, les typhons, c'est véritablement cela qui mobilise, en fait, dans l'imaginaire, en fait, une réaction en matière de politique publique. Donc, c'est intéressant aussi de voir que chaque région, finalement, a ses imaginaires climatiques assez spécifiques. J'ai une question sur l'absence de seuil pour les effets des particules fines. Ça pose beaucoup de problèmes éventuels pour prendre des dispositions, pour les conséquences. Vous avez dit qu'il n'y avait pas de... Oui, oui. Ça renvoie un peu à la question. Tout à l'heure, j'étais un peu, je dirais, surpris de tes propos, quoi. Est-ce qu'il faut établir des cibles ou des lignes directrices qui soient en adéquation avec les réalités régionales? Ça veut dire qu'on fait fi, finalement, des connaissances qu'on a sur les impacts sanitaires, quoi. Donc ça veut dire que ce qui gouverne les politiques publiques, c'est autre chose que la santé publique, quoi. C'est ça que ça veut dire, quoi. Parce que là, je pense que la question justement de seuil ou pas de seuil a été débattue pendant très longtemps. Je pense qu'aujourd'hui, vraiment l'évidence scientifique s'est imposée et que vraiment aujourd'hui, effectivement, il y a un consensus pour dire qu'il n'y a pas d'effet de seuil. Ça veut dire que en termes de réduction de facteurs de risque de la pollution atmosphérique, il faut abaisser les niveaux les mettre en adéquation avec les recommandations de l'OMS, qui sont extrêmement basses, effectivement. La recommandation 2021 de l'OMS, c'est 5 microgrammes par mètre cube en moyenne annuelle. C'est extrêmement faible, quoi. Bon, cela dit, la nouvelle directive européenne qui vient d'être adoptée, là, il y a quelques jours, a abaissé les niveaux. Le seuil à ce jour était pour les PM2,5 de 20 microgrammes par mètre cube annuel, et il est établi aujourd'hui à 10 à l'horizon 2030, en gardant à l'horizon 2050 les 5 de l'OMS, quoi. Alors, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, si on veut effectivement minimiser l'impact de la pollution atmosphérique sur la santé publique, il faut arriver aux recommandations de l'OMS telles qu'elles sont formulées aujourd'hui, sur la base d'un consensus scientifique relatif aux dangers et aux risques. Après, on peut faire des choix différents. Après, effectivement, comme tu le dis, c'est un seuil qui est défini pour des questions épidémiologiques. Non, des questions de santé publique. Des questions de santé publique, sur de la base de... Sur la base... des connaissances de santé. Et en fait, ça pose question parce que ces seuils en particules, dans certaines régions, ne sont pas physiquement atteignables parce qu'il y a notamment du soulèvement de poussière. Et du coup, ça, du point de vue physico-chimique, ça pose question sur la faisabilité d'atteindre ces seuils. C'est-à-dire que c'est important de garder en tête, effectivement, qu'il n'y a pas d'effet de seuil et que même des niveaux bas nous exposent. Après, la question de quels objectifs on se donne par rapport aussi à ce qui est atteignable, en ayant en tête que ça doit être progressif, mais j'imagine, et là c'est peut-être toi qui peux répondre, que si d'emblée on se donne un objectif qu'on n'atteindra pas, ou on dit à sa population, en fait en permanence, il faut être transparent sur le choix de l'objectif qu'on se donne, et c'est le rôle de l'OMS de rappeler que le seuil doit être très bas, mais après on peut comprendre que dans l'objectif politique, il y a une nuance qui soit aussi liée à ce qui est atteignable ou pas. Pour vous donner juste un exemple, sur l'ozone, on a changé la métrologie de détection suite à une modification du spectre d'absorption, donc vraiment un aspect de métrologie qui fait un changement de 2% de la valeur d'ozone, qui rehausse toutes les valeurs d'ozone de 2%. Quelque chose qui n'est pas très grave. Mais l'EPA aux États-Unis, ils ont choisi de ne pas prendre ce nouveau standard, qui est pourtant un standard de mesure, parce que 1 ou 2% de décalage des valeurs, ça veut dire plus souvent des dépassements de seuil, et donc plus souvent des amendes pour les États à payer, sans qu'il y ait un réel changement de l'exposition. Derrière, il y a des choses qui sautent pas forcément aux yeux, qui ne viennent pas à l'esprit, mais derrière, il y a forcément aussi des contraintes financières, une fois qu'on s'est mis en place des contraintes de santé. Donc c'est essentiel de baisser au minimum, mais
ces seuils qui sont vraiment très très bas recommandés par l'OMS, même s'ils font sens pour la santé, c'est vrai qu'ils ne font pas forcément sens du point de vue parfois de la physico-chimie qui est derrière. Et pour rebondir justement à la question, parce que tu m'as interpellé en fait. Non, c'est important qu'on s'entende. Hein, c'est pas mes convictions profondes, sans doute. Mais c'est plus par rapport à ce que l'on observe sur le terrain. En fait, déjà on le voit par rapport aux émissions. En fait, quand on a des objectifs qui sont trop en décalage en fait avec les possibilités. Je parlais des capacités en politique publique. On en aboutit finalement à la notion de plan climat qui sont complètement éviscérés, sans outils spécifiques en fait, qui permettront de réduire ces émissions et qui sont en plus le plus souvent validés par des diplomaties climatiques comme le C40, le Covenant of Mayors et autres. En fait. Donc finalement, on valide des stratégies d'inaction. Et parce que justement les États, comme ils sentent que ces objectifs sont inatteignables, en fait, ils sauvent la face en adoptant des dispositifs qui, finalement, de manière formelle, remplissent ces objectifs, mais de manière réelle, ne le font pas. Et à l'échelle de la santé, malheureusement, on voit des dynamiques similaires qui peuvent être mises en place. Et c'est dans ce sens-là, en fait, voilà, c'est pour clarifier, en fait, qu'il faudrait que l'on puisse trouver, si on accepte, si on est tous d'accord que ce sont ces objectifs-là qu'on va épouser, l'Union européenne, pendant très longtemps, ne l'a pas fait, donc il y a bien eu raison. En fait, il faudrait quand même s'entendre en fait sur des dispositifs qui permettraient de dire la mise en place réelle en fait d'un système de monitoring de ces objectifs à l'échelle des sociétés et des États. Tant qu'on n'aura pas cela, en fait, ça sera du wishful thinking. Monsieur là-bas. J'avais une question en relation avec les très faibles seuils, que vous avez montré Philippe, dans un de vos transparents. Au très faible seuil, on avait une augmentation de l'effet. Il me semble que vous l'avez même commenté. Est-ce que c'est un effet? Pardon, est-ce que c'est avéré? Et si c'est avéré, est-ce qu'il y a une piste d'explication? Est-ce que c'est dans les normes de mesure? Non, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. C'est plutôt une question de recherche qui est posée aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des travaux qui ont été menés portant sur des designs d'études épidémiologiques différents. Donc ça, c'est quand même important. C'est-à-dire que c'est pas un biais de design, par exemple, enfin de type d'études. Ça a été observé sur différents continents, dans différents environnements. Donc c'est une question qui est ouverte et qui est posée aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on observe effectivement une remontée du niveau de risque pour des niveaux très faibles. Mais comme je l'ai mis en conclusion, c'est un enjeu de recherche aujourd'hui pour à la fois explorer cette question-là et en comprendre les mécanismes sous-jacents. Donc aujourd'hui, c'est pas établi en tant que tel, et c'est pas pour le moment. On est plutôt ce qui gouverne la manière de penser les risques, c'est un effet linéaire sans seuil. C'est ça aujourd'hui. Pour le moment, on en est là. Mais il y a cette question de recherche qui est posée. Donc simplement, je l'ai mis en avant pour dire que voilà, c'est un enjeu. Il y a pas mal d'équipes qui travaillent sur cette question-là aujourd'hui. En toute honnêteté, je ne maîtrise pas suffisamment le sujet pour pouvoir répondre sur cette question-là. Ce n'est pas une question que j'ai vraiment creusée. Le seuil de l'OMS, les 5 microgrammes par mètre cube, vu qu'il n'y a pas d'effet de seuil, il a été choisi comment? Pourquoi 5? Alors, il ne faut pas prendre d'ailleurs... je pense que quand on parle de l'OMS, il ne faut pas parler de seuil. L'OMS, elle établit des lignes directrices, des recommandations. C'est-à-dire que ce sont plutôt des valeurs vers lesquelles il faut tendre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le considérer comme un seuil. En dessous de 5, il n'y a pas de problème. Au-dessus de 5, il y a un problème. Ce n'est pas un seuil. C'est une recommandation, il faut tendre vers. Et ça a été choisi, en l'occurrence, par le fait qu'il y a des sources non anthropiques naturelles qui font que tendre vers un niveau zéro est absolument... sans aucun sens, quoi. Donc c'est plutôt le fait des sources non anthropiques. Alors bon, pourquoi 5 exactement, je n'ai pas la réponse. Pourquoi pas 8, pourquoi pas 10, je ne sais pas trop, mais ça a été pris... il faut surtout pas l'interpréter comme un seuil, hein, du tout. C'est une ligne directrice vers laquelle il faut tendre. Et je pense que c'est ce que je disais, les sources non anthropiques... voilà, incontrôlables qui font qu'en dessous de 5, c'est quand même très difficile d'aller au-delà. Si il existe des lieux où on ne peut pas atteindre 0,
dans ces lieux-là, il n'y a pas de vie. À partir de ce moment-là, il y a un seuil. J'ai du mal à concilier les deux. Je veux dire, la notion de seuil, elle ne me paraît pas forcément politiquement incorrecte. Le fait qu'il existe un seuil, qu'il existerait un seuil. Et donc, je ne vois pas pourquoi, comment on pourrait ne pas avoir de seuil dans un processus comme celui-là. Si on n'a pas, ça veut dire que là où il y a quelques milligrammes simplement de ces particules-là, il n'y a pas de vie. C'est ça qui ça me paraît inconciliable. Les gens qui vivent à New Delhi et ils ont une exposition qui est extrêmement forte. Il n'y a pas de vie parce que notre vie est écourtée par le fait qu'on ait une exposition. J'enlève pas de vie, j'enlève une heure beaucoup. Excessivement, dans ces cas-là. Non, c'est simplement si on avait moins de cette pollution, on vivrait plus longtemps quand on est exposé à des niveaux qui sont bas. S'il n'y avait pas cette pollution basse, on vivrait plus longtemps. Mais pour autant, ça n'induit pas qu'il y a un seuil, en fait. C'est là où il y a un mécanisme de pensée sur lequel je ne vous suis pas quand vous dites s'il y a un niveau bas, alors on meurt tous, donc il y a un effet de seuil. Enfin, je ne vois pas du tout le mécanisme. Parce que je dis, c'est que un processus sans seuil, c'est assez compliqué à imaginer par ailleurs. Ça veut dire que en fait, c'est un processus continu. Linéaire. La radioactivité. C'est pas la linéarité, c'est la continuité. C'est la continuité. Oui. Un processus continu. Non, mais ce que ça veut dire, c'est des excès de risque. La fonction, ça décrit un excès de risque. C'est-à-dire qu'il y a un excès de risque en termes d'incidence de maladies chroniques, en termes de mortalité prématurée, même pour des niveaux extrêmement bas, et ça sans effet, je veux dire, il n'y a pas d'effet seuil, quoi. C'est-à-dire, dès une exposition même à des niveaux extrêmement faibles de pollution atmosphérique particulière, il y a des excès de risque en termes d'incidence de maladies chroniques, et donc après, de décès prématurés, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Je ne peux pas voir comment on peut faire une telle mesure, dans la mesure où, justement, vous mesurez quelque chose où il y a de toute manière, vous n'avez jamais un environnement où il n'y a aucune particule. Je n'arrive pas à comprendre le processus qui permettrait de dire qu'il n'y a pas de seuil, puisque la mesure est déjà affectée par un effet de fond. Il y a un fond où vous n'avez pas aucun environnement. Je ne suis pas en train de remettre en cause ça, c'est la procédure que je n'arrive pas à comprendre. Il y a aussi tout l'aspect mathématique de la chose. Non, les outils statistiques permettent de propager. C'est une construction sociale aussi. En termes de mesure, ce n'est pas possible. Il y a quelque chose qui m'échappe, mais ça fait rien. C'est très différent de la radioactivité. C'est exactement le même problème que la radioactivité. Tu as un fond. On n'en veut pas trop. Oui, mais tu as un fond continu. Mais tu as un fond continu. La radioactivité, c'est un fond continu. Il y a bien des normes et on sait qu'il y a un seuil pour le vivant, ce n'est pas mortel. Cette radioactivité. C'est sans seuil, la radioactivité. C'est pas mortel, c'est quand même dangereux. Il y a un seuil. C'est social et politique. C'est construit la radioactivité du point de vue médical. Le risque est proportionnel à l'exposition. C'est ça qu'on appelle du sens. Mais non, mais c'est pas forcément un processus linéaire au départ. Bah, c'est ce qu'on a mesuré pour la radioactivité. Ah, tu serais mort. C'est ambiant, tu sais. Mais non, il y a une probabilité de mourir. On n'est pas mort. On peut fumer toute sa vie et pas être mort. C'est pas parce qu'on est exposé et qu'on raccourcit son espérance de vie. Donc c'est pas dès qu'on a une exposition, on est mort. Enfin, cette démonstration est grave. Le processus de mesure n'est pas possible dans la mesure où il existe un fond. Il existe un fond, il n'y a pas de seuil. Mais ça dépend aussi où vous vous rapprochez du zéro, c'est-à-dire il y a quand même des endroits où les gens sont très peu exposés et à une pollution, vous allez... Enfin, voilà, il y a des lieux où on n'est pas sur une atmosphère pristine, mais où il y a des niveaux de pollution qui sont très bas. Alors, effectivement, c'est sûrement pas 0,0, mais donc peut-être que sur le tout bas, il y a une difficulté de mesure. Mais je veux dire, là, on est vraiment sur... Est-ce qu'on peut dire que si seuil il est en dessous des... Il est dans ses pouillèmes du bout. De 5 microgrammes. Il est dans les pouillèmes du bout, c'est peut-être ça. Les OMS, c'est peut-être ça. Ah, non, ça, pas tout, il l'a dit. Il y avait une question ici. Des capacités de mesure. Allez-y. Déjà, vous avez beaucoup parlé
de l'atmosphère en général, de la pollution atmosphérique. Je voulais savoir, dans les différents domaines, disciplines, est-ce que la différence entre la qualité de l'air extérieur et la qualité de l'air intérieur est formalisée et prise en compte à la fois dans les mesures et dans les réponses d'évolution du problème? Je ne sais pas si je fais la deuxième question. Deuxième question, quelle est l'importance un peu des techniques de mesure dans le traitement du problème de la qualité de l'air en général et dans les objectifs qu'on se donne avec les mesures? Voilà. Il y a une réponse santé, une réponse... Bon, alors, là les résultats que j'ai présentés, c'est uniquement sur la pollution extérieure, qui ne prend pas du tout en compte les expositions intérieures. Ça c'est clair. C'est ce qui aussi, c'est un peu dans des enjeux à venir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut aller vers la construction d'indicateurs intégrés d'exposition qui intègrent également les environnements intérieurs, parce qu'on sait que les concentrations, alors ça a d'autres substances aussi, peuvent être extrêmement élevées à l'intérieur, quoi. Mais il y a pas mal de travaux qui sont faits. On pourrait faire une présentation sur les risques sanitaires liés à la pollution indoor. Je veux dire, il y a énormément de travaux toxicologiques, exposition contrôlée, épidémiologiques aussi qui existent, hein. En particulier sur les composés organiques volatiles, les semi-volatiles, les PFAS aussi, énormément, hein, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Il y a énormément de données qui sont produites aujourd'hui. D'ailleurs, en France, on a même un observatoire de la qualité de l'air intérieur qui réalise des enquêtes sur domiciliaires ou sur les établissements qui reçoivent du public pour caractériser les ambiances intérieures. Donc on a pas mal de données sur les expositions des populations à l'intérieur des locaux, et on a énormément de connaissances aussi sur les effets santé liés à ces expositions. Mais là, il y a l'intégration, pour répondre à votre question, l'intégration des deux n'est pas faite encore. N'est pas faite. Je vais aller dans le même sens, en fait. On commence à intégrer, en fait, ces mesures, en fait, et à aussi mettre en place des dispositifs qui permettent de mesurer, en fait, par exemple, à l'échelle extérieure. Souvent, en fait, on mesure en combinant des stations fixes avec des stations mobiles. En fait, ça permet d'avoir une capillarité pour les émissions. Mais effectivement, on commence à aborder de plus en plus, en fait, cette production de données à l'échelle de ces établissements tertiaires et autres, Barcelone notamment. C'est un peu dans ce sens qu'ils sont en train d'aller. Mais pareil, enfin, par exemple, c'est les systèmes de transport qui ont réussi à mettre en place aussi des systèmes de mensuration, notamment le métro parisien. Vous en avez eu vent certainement. Voilà, on en a parlé dans les médias, mais pareil, c'est pas systématique non plus, en fait, à tous les systèmes de transport en Europe, pardon. On a une étude qu'on a faite pour Acatec à Munich, et c'est des choses qui ne sont pas systématisées à l'échelle européenne. Peut-être qu'il faudrait qu'à l'échelle européenne, il y ait aussi une directive spécifique qui aille dans ce sens. Pour revenir sur la partie métrologie, effectivement, le fait aussi qu'on parle d'un nombre limité de polluants est aussi lié à notre capacité à les mesurer. C'est-à-dire que, par exemple, Philippe évoquait les particules ultra-fines. Pour qu'un polluant ait une réglementation, il faut non seulement qu'on ait démontré sa toxicité, qu'on se donne des objectifs, mais surtout qu'on puisse mesurer les progrès qui sont faits. Et pour ça, il faut qu'il y ait des standards de mesure. Et du coup, on est aujourd'hui sur quelques polluants qu'on sait mesurer, en particulier dans nos pays, mais il y a un vrai enjeu aussi de transfert de compétences sur cette métrologie dans les pays émergents pour avoir une mesure qui soit bien propre et robuste. Et après, il y a la pollution en ville, où là, souvent, même dans les pays du Sud, il y a des capteurs, et après, il y a un besoin de documenter la pollution de fond à des concentrations plus basses et de le suivre sur un temps long. Et là aussi, ça demande des capacités humaines, financières et technologiques qui sont en général difficiles à maintenir, même chez nous, pour maintenir les équipements de recherche sur du long terme. C'est la croix et la bannière, donc il faut bien imaginer que dans les pays en développement, c'est très très difficile. Donc il y a des programmes, par exemple, de l'Organisation mondiale de la météo, pour qu'il y ait des réseaux internationaux de mesures où les gens soient formés et toutes ces mesures après vont dans des bases de données internationales. Mais ça reste aujourd'hui un gros problème d'avoir des mesures en continu dans les pays du Sud. Juste si je peux compléter par le biais vraiment SHS, c'est qu'en fait on a vraiment deux champs, quasiment deux peut-être pas disciplinaires, hein, puisque ça peut être les mêmes disciplines, mais
des équipes vraiment très différentes, air intérieur, air extérieur, avec très peu même de publications. Là, je serais sur un autre champ plus de perception. En fait, il y a très peu d'études qui travaillent sur les deux en même temps. Alors que c'est un enjeu pour moi, enfin, il me semble essentiel, on n'en a pas parlé, mais pour le raccrocher au changement climatique, hein, un des grands, c'est à ce propos-là qu'on peut parler de ce qu'on appelle la maladaptation, c'est-à-dire quand en fait on rend les logements, pour éviter de chauffer, on rend les logements extrêmement étanches et d'une certaine façon, si la ventilation n'est pas bien gérée, on se surexpose à la qualité de l'air intérieur qui est plutôt, je sais pas, 3 à 4 fois plus mauvaise que la qualité de l'air extérieur. Et ça, c'est un premier biais. Et un deuxième biais qu'on étudie aussi, c'est que, alors là, c'est vraiment en perception et en changement de comportement par rapport au sanitaire, ce qu'on voit, c'est qu'on apprécie, au sens où on sait à peu près évaluer la qualité de l'air extérieur. Les gens, si on leur demande, quel que soit les CSP, hein, c'est différent. Mais en fait, la qualité intérieure, elle est beaucoup moins bien évaluée. C'est humidité, ce qui n'est pas tout à fait qualité de l'air. Et en plus, il y a plutôt une dénégation en disant, chez moi, je suis protégé, je contrôle, je suis en protection. Donc en fait, il y a deux champs très différents, et qui ne sont possibles que par les microcapteurs, en fait, qui permettent d'évaluer 24 heures sur 24 le dedans, le dehors, les transports, les parties communes, le boulot. Voilà. Je vais laisser. Vous parlez de bâtiments qui sont réhabilités. Oui, ou neuf. Neuf, en principe, il y a tellement de normes, au niveau réglementation. Oui, mais il peut y avoir on le voit dans la presse, hein, et il y a des... C'est quelque chose... Non, mais ça fait partie des points qui sont soulignés dans le rapport du GIEC sur la surisolation, qui fait que les gens ouvrent plus les fenêtres. Ouais, voilà, ce geste simple il faut une fois par jour ouvrir une nouvelle fenêtre, il y a un renouvellement d'air qui est imposé, que ce soit en ventile VMC, c'est imposé. Oui, mais il y a... clarifié là-dessus. Oui, quand c'est fait et quand ça fonctionne, et quand les gens s'en saisissent. On coupe la VMC, on la bouche. C'est aussi le problème de la maladaptation par manque d'appropriation. Les solutions qu'on pense pour les gens, sans les gens, en fait, souvent c'est dérivé et ça devient, voilà, les gens coupent la VMC parce que ça fait du bruit. Et du coup, c'est le problème. Et après, c'est un vrai problème là avec la qualité de l'air, la pandémie et le changement climatique. Les gens sont perdus entre est-ce que je devrais avoir peur de l'air extérieur, est-ce que je devrais avoir peur de l'air à l'intérieur, qu'est-ce que je suis censé faire, voilà, ils pensent qu'ils trient 3 déchets, ils ont fait le truc pour l'environnement, et c'est vraiment difficile de communiquer sur ces sujets qui sont toujours un peu complexes et de ne pas tomber dans de la sursimplification. Sachant que ce bâtiment n'est pas exemple de ces problématiques, parce qu'il y a 2 ans, il y avait des problèmes de chauffage, l'air qui était insufflé était frigorifique, et il y a plein de collègues qui ont bouché les bouches d'insufflation, donc même ici, il y a eu ces problèmes. Oui, je voulais poursuivre ça, revenir sur la question de la chimie, parce que autant pour les espèces, disons, moléculaires, il y a un consensus sur le fait qu'évidemment, chaque espèce a ses propres pentes de toxicité en fonction de la concentration. Et alors, sans parler de seuil, mais ça implique des normes qui dépendent de cette pente et qu'on fait les mesures espèce par espèce. Mais les particules, elles aussi, elles peuvent avoir des physico-chimies complètement différentes. Les particules de carbone, il peut y avoir des particules de silice, des particules de bois qui sont essentiellement des polysaccharides, des particules de calcaire. Suivant les régions, on peut avoir plutôt du sable ou plutôt du calcaire, et le calcaire, c'est des polycarbonates. Comme du chimie, ça n'a rien à voir. Et j'ai l'impression qu'on ne s'attache qu'à alors sans même parler de ce qui peut être absorbé dessus, ou des terpènes qui peuvent être dans le bois, etc. Mais cette dimension physico-chimique dans les particules, est-ce qu'on ne s'y intéresse pas parce que la biologie a montré que le plus important c'était la taille, ou est-ce juste parce que c'est trop difficile? Enfin, quelle est la vision de cet effet physico-chimique aujourd'hui sur l'aspect pollution particulière? La réponse, vous l'avez donnée un peu dans votre question. D'une part, il a été montré que la taille joue un rôle déterminant finalement dans les risques qui étaient observés. Donc ça a été... indépendamment de la chimie. Oui, indépendamment de la chimie.
Mais vous avez raison aussi de souligner que la caractérisation chimique des particules est largement défaillante, quoi. C'est-à-dire qu'en routine, dans les dispositifs de surveillance, c'est pas fait, quoi. C'est pas fait parce que ça demanderait des capacités de laboratoire qui aujourd'hui existent, mais qui ne sont pas financées, quoi, je veux dire. Et donc faire ça à une large échelle et sur un territoire, ne serait-ce que comme notre pays, je veux dire, on n'a pas les moyens de le faire, quoi. C'est ça la difficulté aussi. Et de ce fait, on ne fait pas d'études qui s'intéressent à la caractérisation chimique des particules et leur effet spécifique éventuel sur les outcomes de santé, parce que les données ne sont pas disponibles. Oui. Je pensais en plus entre ce qui est anthropique et non anthropique, il peut y avoir des grosses différences de physique aussi. Enfin, si je peux juste apporter un complément, c'est effectivement pas fait en routine, mais il y a quand même beaucoup de travaux de recherche sur le potentiel oxydatif des particules, qui montrent notamment que les particules de combustion sont extrêmement nocives au travers de leur capacité oxydative. Après, il y a par exemple dans le GIEC une carte qui montre la composition des aérosols de fond avec les différentes contributions dans le monde, là encore avec une sous-représentation de l'information pour les pays du Sud, mais effectivement, comme disait Philippe, ça a un coût, c'est possible en recherche de temps en temps, mais c'est difficilement envisageable à la fois en coût financier, mais aussi en capacité humaine et technique de le faire en routine, d'avoir des laboratoires comme ça qui tourneraient en routine, c'est peu envisageable. Et après, encore une fois, ce qui compte, c'est d'avoir, même si on n'a pas toute l'information, si la quantité de PM est déjà un proxy très pertinent pour qualifier l'exposition de la population, c'est d'abord et avant tout ça qui doit être surveillé en routine. C'est-à-dire que la vocation des organismes qui font la surveillance, c'est pas de mesurer et comprendre l'ensemble de la complexité, c'est d'abord les bons proxys qui vont permettre après de prendre des mesures pour protéger la population. Donc il y a les questions de recherche d'une part, et après l'opérationnalisation des normes d'autre part. Je me permettrais juste le parallèle avant de vous passer la parole, qu'en termes d'impact de la chaleur sur la santé, c'est un peu le même débat. C'est-à-dire qu'on passe 95% de notre temps à l'intérieur, mais les études épidémiologiques qui sont à peu près pareilles, enfin, même conclusion, se basent sur la température d'air moyenne, qui pourtant n'est pas ce que vous avez chez vous, ce qui n'est pas ce qu'on a dans la pièce, et donne de très bonnes informations du point de vue de la réponse en santé publique, quoi. Donc il y a un peu les mêmes parallèles, c'est pas tout à fait les mêmes communautés qui font la température, enfin le climat extérieur, le climat intérieur, alors on se parle, mais il y a tout un sujet de comment est-ce qu'on décloisonne la façade, quoi, et le toit. Oui, les questions ont déjà été abordées, c'est celui là que je voulais poser, à intérieur-extérieur aussi. Alors je me demandais quand même, on a vu les plans de Barcelone là, est-ce que les pollutions, est-ce qu'on a une idée de, quand on fait de la physique statistique un peu à la Pareto, il y a 20% des gens qui ont 80% du plus grave et 80% qui ont 20% du moins grave, ou des choses comme ça. Est-ce que dans une ville, là, comme on a vu de Barcelone avec des taches oranges, je suppose que c'était les plus pollués, on a essayé de faire cette loi statistique en plus de faire la carte, c'est-à-dire de dire combien de gens il y a qui se prennent la pollution élevée, combien la pollution moyenne, combien la pollution basse. Alors ça c'est tout, combien de temps, enfin quelle exposition. Ça c'est tout le problème de la collecte de ces données en fait par les autorités, de leur diffusion et de leur mise à disposition vis-à-vis de nous, la communauté des chercheurs en fait. Parce que par exemple il y a on parlait justement avant, en fait il y a une expérimentation qui est en cours en fait pour faire du modèle des super-îles que j'avais mentionné, en fait, un modèle qui va être répliqué à l'échelle de la totalité de la métropole, de l'area métropolitaine, ça s'appelle aire métropolitaine. Mais le problème de ce dispositif en particulier, c'est que il s'agit là d'un renvoi en fait des polluants vers l'extérieur du périmètre des 3 par 3, donc des 9 pâtés de maison. Voilà, et ces données, alors j'ai eu beau creuser pendant une bonne année, pour l'instant je les ai pas. Et personne ne veut me les communiquer, mais on va les avoir. Mais c'est très intéressant parce qu'en fait, ça implique aussi, et ça, je m'avise juste à émettre une hypothèse dans le cas de Paris. Par exemple, la question de la logistique, c'est un gros problème en fait des villes. On a fait une étude avec l'Académie des sciences de Munich, on fait des techniques et des sciences de Munich,
sur 6 villes européennes, de distribution des biens. Manchester en distribution, en fait, sur la mise en place des ZFE, en fait, et l'impact justement que ça aurait, en fait, sur les redirectionnements des flux. Et c'est un problème c'est un point aveugle, un impensé, en fait, des politiques de transport des villes. On ne réfléchit pas à comment ces dispositifs, en fait, d'apaisement, en fait, de la circulation des mobilités dans les villes aura un impact, en fait, sur la logistique des villes. Et on le voit même à l'échelle très micro à Paris. Hein. Moi, je fais du vélo partout, à une échelle non polluante, juste de l'occupation de l'espace public, en fait, comment la question de la logistique, c'est le gros impensé, en fait, de la transition aux mobilités douces. Enfin, je pense qu'on en fait tous des frais ici, au sein de cette salle. Donc, voilà. Mais c'est pour dire, voilà, l'impact est moins concentré, je dirais, que dans la partie du périphérique, par exemple à Paris, où on a une grosse concentration de dioxyde d'azote. À Barcelone, la topographie de la ville, l'exposition à la mer fait aussi qu'il y a d'autres dynamiques en cours. J'avais une question sur les mécanismes qui mènent à la prise de décision de la politique publique qui permettent de prendre en charge ça. Pour savoir si c'est plutôt une volonté politique locale qui du coup dépend du niveau de préoccupation des électeurs qui vont ramener des gens avec une volonté politique pour mettre en action, ou si c'est plutôt des décisions top-down qui sont imposées par des seuils qu'il faut respecter au niveau des villes. Et si jamais c'est le premier, enfin dans les cas où c'est plutôt une volonté politique locale, quel type de communication ont montré les meilleurs résultats pour que les gens soient sensibilisés, informés et donc préoccupés pour prendre en charge ce genre de problème? On revient mardi prochain. Non, on va aller très vite. Bah alors, la question c'est déjà où, en fait, parce que voilà, on en a parlé de plusieurs cas. En fait, le gros problème que nous avons sur Terre aujourd'hui, vous en doutez bien, la démocratie est plutôt une forme de gouvernement qui est on recule, et donc dans beaucoup de ces sociétés, je pense à l'Asie du Sud-Est où on a travaillé par exemple, en fait c'est pas ces dispositifs qui sont clairement décidés en fait au sommet et qui sont exécutés d'une manière très directive en fait et de manière très formelle. Hein. C'est pour ça allait dans ce sens-là ma critique des seuils en fait qui étaient des seuils. On a établi que ce n'était pas des seuils de l'OMS, pardon. Je ne veux pas relancer un débat. Mais donc il y a cet aspect-là, et donc du coup, à ce moment-là, cette initiative, soit elle vient par simplement un accord qui est fait pour répliquer des politiques climatiques et les valider, et aussi, des fois, d'une manière très bête, ne pas perdre la face vis-à-vis d'autres partenaires, en fait, à l'échelle régionale et mondiale. Des fois aussi, c'est l'initiative des agences de coopération. En fait, on parlait des capacités justement de mesure en fait de production de données. En fait, souvent les agences de coopération, l'AFD, le GIEC, JICA, contribuent en fait à initier cette question en fait de la qualité de l'air, de la collecte de données pour les inventaires, ce qui fait justement que la mise en place de ces capacités de politique publique souvent sont assez fractionnées parce que le problème des programmes de coopération et de développement, c'est qu'ils s'arrêtent au bout de quelques années. Donc en fait, quand on va sur le terrain, on voit les bases de données, en fait, on dispose des villes ou les entités régionales. En fait, des fois, c'est des séries de 5 ans, ensuite il n'y a rien, ensuite il y a 3 ans, ensuite voilà. Donc on ne peut pas composer avec tout ça. Donc maintenant, à l'échelle des pays, on peut se dire qu'il y a une société civile qui agit. La question, c'est une question à la fois un peu économique et de politique publique. C'est-à-dire que ceux qui veulent payer le prix, alors veulent pas que le prix soit payé par eux-mêmes. En fait, tout le monde veut qu'il y ait une meilleure qualité de l'air, mais surtout pas que je doive abandonner mon 2 roues thermique ou que je doive procéder à des ajustements très importants dans ma qualité de vie, ou comme je l'entends. Donc il y a ce problème initial. Donc l'autre problème que l'on voit aussi, c'est que cette préoccupation n'est pas nécessairement mobilisante si elle existe. C'est-à-dire qu'on en parlait avant, elle peut exister, par exemple à Paris, elle n'existe pas du tout à Barcelone, mais une fois qu'elle existe, il faut qu'elle réussisse à mobiliser. Et ça, les politiques publiques, il y a tout un arsenal qui vous permet de comprendre ça. C'est ce qu'on appelle les policy entrepreneurs. En fait, c'est les personnes qui comprennent, qui parviennent à faire une interface, à parler le langage du politique. Parce que c'est ça, souvent le problème. Vous lisez les rapports de l'OCDE, on pointe vers les politiques construites sur de l'évidence scientifique, hein, evidence-based policies. Mais l'histoire, c'est pas tellement une question d'évidence scientifique, c'est une question que ces évidences puissent parler le langage et vice-versa, en fait, que ceux qui produisent des politiques publiques comprennent de quoi il en va. Et donc ça, c'est un point de dialogue souvent qui est compliqué. On comprend ce que l'on veut, on fait comme on l'entend, et on a la communauté, nous-mêmes, en fait, qui, des fois, en organisant des événements,
personne ne les occupe trop. Donc il y a cet aspect de mobilisation. Après, qu'est-ce qui a réussi le mieux ou pas? C'est la capacité, finalement, le modèle qui existe à Paris est assez unique quand même. Moi, je voudrais dire tout le bien que je pense d'Air Paris, c'est plus que je suis. Non, mais c'est l'idée aussi de créer une institution qui soit un pied dedans et un pied dehors. Je trouve ça assez fascinant, en fait, cette capacité d'une association qui soit devenue un corps qui est en mesure de pouvoir évaluer la qualité de l'air. En fait, c'est pas souvent que vous avez des dispositifs, en fait, et des entités qui fonctionnent comme ça, en fait. Mais voilà, mais pour un Air Paris qui fonctionne et qui fait son travail, il y a plein d'autres ersatz qui ne le font pas. Un petit mot. En fait, il y a des Air Paris dans toutes les villes de France, ça vient de la loi sur l'air. Air Paris, c'est pas auto-constitué pour donner du conseil politique, ça émane du politique. Juste un petit point quand même sur la pollution. Il y a des choses qui demandent des changements de mode de vie, et il y a une part qui est simple, qui est d'implémenter sur, par exemple, les véhicules ou les industries, des solutions qui existent déjà dans nos pays et qu'on n'a pas nécessairement imposées dans les pays qui se sont développés ensuite, alors que la technologie existait. C'est toujours difficile quand il s'agit de repenser l'urbanisme, de changer les mobilités, de changer les habitudes, mais il y a aussi des solutions qui existent qui sont relativement simples à mettre en place. Alors effectivement, ça a un surcoût et ça veut dire ça peut être un frein au départ du développement, mais il n'y a pas, tout n'est pas que changement de mode de vie et politique qui doivent être décidés localement. Mais c'est vrai que le fait que la pollution soit souvent décidée à des échelles plus fines, chez nous au niveau de l'Europe ou des pays, par rapport au climat, qui est quelque chose qui est nécessairement global, ça rend difficile le fait d'avoir des politiques pertinentes et intégrées qui visent les deux aspects. Merci, je suis désolée, il faut conclure. Juste pour conclure, merci beaucoup aux intervenants. Et je pense que c'était vraiment une séance assez exceptionnelle avec aussi bien au croisement de la métrologie, de la santé et des politiques publiques, mais aussi de changement climatique et et pollution de l'air, puisque là c'est un champ quand même émergent aussi. La santé et pollution, c'est très bien travaillé depuis assez longtemps. Santé et changement climatique, c'est déjà moins travaillé, et puis en plus on est sur des thématiques très différentes entre les maladies à vecteurs, le suicide en Ile-de-France, les maladies vectorielles et les précipitations, la sécurité alimentaire dans certains pays, donc c'est très très compliqué et c'est un peu plus récent en thématique. Ce qui est intéressant, et du coup vous avez un beau trio, c'est que en fait c'est comment en politique publique et en protection des populations, comment on utilise l'un pour faire levier sur l'autre. C'est-à-dire que la pollution de l'air a du mal à... Elle est une préoccupation pour les Français, hein, si on regarde les baromètres. Changement climatique, en fait, on n'a pas de tendance de ça, mais en fait, commence à émerger vraiment le changement climatique comme phénomène le plus important, risque environnemental principal. Et ce qu'on se pose comme question, c'est est-ce qu'on n'utiliserait pas la sensibilité au changement climatique pour intervenir sur la pollution de l'air, parce qu'on sait que du coup c'est plus complexe, hein. Vous entendez parler quasiment tous les jours des mobilisations contre le périph' A50 ou la zone centrale, des choses comme ça. Donc c'est vraiment deux choses très très liées, mais alors qui sont de champs disciplinaires très différents et très émergents. Voilà ce que je voulais dire. Donc, merci à toutes et à tous. Merci à nos trois intervenants. Merci à Philippe qui enchaîne plus d'heures de train que de séminaire. Largement plus. C'est pas des heures d'avion. Largement plus. Oui,